On est dans l'oral et ce soir, Marcus, vous nous présentez votre invité. C'est notre invité. Pardon. Il s'appelle Juste Kodjo. Juste Kodjo est doctorant au Kansas State University et il est conférencier. Il est doctorant donc en sciences politiques et en stratégie. Et il a de grandes idées sur les réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles au Bénin. Et d'ailleurs, ce qui entre dans le cadre de ce qu'a prévu le nouveau président élu du Bénin. Donc, on est là pour en parler avec lui. On est là pour en parler. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, la première question est de savoir que bénéficie le Bénin sur toutes vos recherches scientifiques dans le domaine de la politique, bien sûr. Merci, madame. Merci, Marcus. Je suis vraiment heureux d'être ici et d'avoir cette plateforme-là pour expliquer un peu aux Béninoises et aux Béninois ce que je fais actuellement et ce que le Bénin peut en tirer comme profit. Les recherches en sciences politiques que je mène sont axées essentiellement autour de ce qu'on appelle la prévention des rébellions armées, principalement. Et comme vous savez, les questions de sécurité débouchent naturellement sur d'autres secteurs aussi, ou sont liées intimement à d'autres secteurs. Et donc, dans cette recherche, je suis obligé d'examiner un peu l'impact des institutions politiques, l'impact socio-économique, l'impact culturel et tout. Vous parlez d'institutions politiques. Quelle est la santé de nos institutions au Bénin aujourd'hui? Je crois que nous avons tous eu l'occasion d'écouter à travers la campagne qui a eu lieu récemment, lors des élections présidentielles. Et nous nous sommes rendus compte un peu de l'état actuel des institutions, mais aussi l'issue des élections nous montre qu'il y a quelque part un espoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir perdu complètement l'espoir en nos concitoyens et concitoyennes, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose sur lequel on peut jouer pour construire un meilleur avenir. Et partant de là, il faut donc faire en sorte que nous puissions tenir compte de cet aspect positif-là et bâtir quelque chose dessus, plutôt que d'afficher un pessimisme. Alors, dans cet optimisme que vous affichez, qu'est-ce que vous proposez? On sait que le président élu propose des réformes pour pour déposséder un peu le président de la République de ses pouvoirs. Mais vous avez une autre démarche, avec laquelle? En fait, il faut dire ici que je ne m'écarte pas du tout du diagnostic qui a été fait par l'équipe du président élu. En termes de diagnostic, nous nous entendons parfaitement. Nous prescrivons des traitements différents. Et ce que moi je propose, c'est en fait des solutions beaucoup plus profondes, beaucoup plus larges, qui prennent en compte d'autres facteurs. Je vous ai dit tantôt, les facteurs socio-économiques ont un impact direct sur la sécurité de notre pays, sur la prospérité économique, sur le renforcement même du processus démocratique. Donc il faut pouvoir intégrer tout ça dans la réflexion que nous menons par rapport aux réformes institutionnelles. Parce que, en fait, n'oublions pas, les réformes institutionnelles constituent un outil que nous utilisons pour apporter des solutions à nos problèmes dans les autres secteurs de la société. Alors, vous parlez de réformes. Quelles sont les propositions concrètes que vous avez dans ce secteur-là par rapport aux réformes? Il faut dire que cette année constitue ma 5e année de recherche sur le sujet. Et donc, j'ai eu à parcourir beaucoup d'ouvrages et travailler sur beaucoup de sujets. Et mes recherches débouchent sur un modèle que j'appelle un modèle de démocratie consensuelle, qui est adapté aux pays africains. C'est quoi ce modèle? C'est un modèle qui consiste en fait à diviser le pouvoir d'État en deux. Le pouvoir politique d'un côté et le pouvoir moral et administratif de l'autre. Et donc le pouvoir politique est exercé essentiellement par les hommes et femmes politiques avec des règles bien définies. Si on a le temps, je vais aller dans les détails. On n'en a pas beaucoup. Malheureusement. Oui. Et donc de l'autre côté, le pouvoir moral et administratif. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration constitue le socle même des activités de l'État. C'est l'outil à travers lequel l'État peut mener des activités. Et donc, quand vous confiez la responsabilité entière de cet outil-là aux politiques, cet outil se trouve un peu pris en otage dans l'engrenage du jeu politique. Parce que nous n'oublions pas, la politique c'est un jeu, c'est une compétition, elle est parfois féroce,
Et quand vous mettez un outil aussi important que l'administration dans ce jeu-là, c'est que vous le prenez en otage. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que je disais tantôt, donc c'est séparé en fait. J'aurais bien voulu avoir plus de temps pour donner des détails, mais demain, si vous permettez, demain matin à 9h à Sun Beach Hotel, à Fidjosé, j'expose un peu le modèle en détail. Je vais répondre aux questions, mais ce que je propose là, c'est qu'on ressuscite le Haut Conseil de la République, que nous avons eu au début, au lendemain de la conférence nationale. Et donc, on lui confie un peu cette tâche administrative-là, parce que on peut en faire un organe apolitique, mais non seulement apolitique, mais aussi un organe administratif suprême. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nommer des responsables administratifs sans l'accord de des membres du Haut Conseil. On ne peut pas les démettre non plus sans l'accord de ces membres. Ça seul aiderait l'administration à se soustraire un peu au pouvoir du politique qui est de l'autre côté. Et donc c'est un peu complexe. Je ne peux pas décrire tout ça en 2 minutes, en 3 minutes, mais j'invite vos téléspectateurs. Mais vous avez quand même une façon de voir ce qu'on a appelé la réforme du système partisan. Parlez-nous ça. Alors le système partisan aussi, j'ai parlé de l'administration comme outil central, mais le système partisan, c'est aussi l'outil central quand nous parlons de la compétition politique. Oui. C'est là que tout se joue. Et donc ce que je propose, c'est faire en sorte qu'on obtienne des partis d'envergure nationale, en faisant une petite réforme. C'est une simple et petite réforme. Laquelle? Qui constituerait, par exemple, à avoir désormais des élections législatives à 2 tours. Et on introduirait la règle selon laquelle ne peuvent aller au second tour que des partis politiques qui ont obtenu au moins un siège dans chacun des grands départements du pays. Et donc, du coup, nous aurons au second tour à chaque fois un parti ou des partis qui auraient réussi à s'asseoir au plan national. Ça, au premier cycle électoral, on peut avoir peut-être 2, 3, 4, 5 partis qui auraient réussi le coup, mais au cycle suivant, les autres petits partis qui n'auraient rien obtenu auraient 2 choix. C'est disparaître et aller intégrer les autres partis, ou tout simplement se rallier ou s'associer pour former aussi un grand bloc en vue de compétir. À long terme, dans tous les cas, nous avons un nombre restreint, un environnement politique plus stable et une compétition interne, parce qu'à travers cette règle ethno-régionale que nous introduisons, nous obligeons l'homme de Tchumi-Tchumi et l'homme de Komé et l'homme de Cotonou à coopérer au sein de leur parti parce qu'ils survivent collectivement ou ils meurent collectivement. Et finalement, donc, dernière question, parce que nous sommes à la fin de l'entretien, vous dites que de ce nouveau système partisan, qu'on pourra finalement choisir le président de la République à partir de ces 2 élections législatives-là, et que ce serait le chef de file donc, du parti qui aurait emporté, qui deviendrait président de la République. Absolument, Marcus. Donc, c'est le 3e aspect de la réforme que je propose, du modèle que je propose. Quand nous avons réussi à stabiliser l'environnement politique, on n'a plus besoin d'aller aux élections à suffrage universel pour désigner le président de la République. On peut simplement dégager de la majorité parlementaire qui est désormais stable, on peut en dégager un chef de l'exécutif. Et puis, ce qu'on fait ensuite, on fait en sorte que ces pouvoirs, qui partagent un peu ces pouvoirs avec le Haut Conseil qu'il y a décrit tantôt. Okay. Donc, il provient d'une majorité stable à l'Assemblée. Il n'y a plus de marchandage tout vent. Il n'y aura plus d'élections présidentielles. Il n'y aura plus d'élections présidentielles. Le chef de l'exécutif est issu de la majorité parlementaire. Cette majorité est plus ou moins ou relativement stable par rapport à ce que nous avons maintenant, parce que la majorité se fait avant les élections et non après les élections, comme nous l'observons aujourd'hui. Et ça change complètement la dynamique du jeu politique. Merci, monsieur Juste Kodjo. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions d'être passé sur cette émission. On rappelle que vous êtes doctorant au Kansas State University et que donc vous enseignez aussi les sciences politiques et la stratégie. Merci beaucoup. Merci. À présent, c'est Sacré Sport.